Bonsoir et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. La Guinée, face au nouveau variant du Covid-19, décide d'introduire le pass sanitaire, mesure actée le 10 août en Conseil des ministres. Donner une nouvelle dynamique à la Poste, les ambitions du Maroc. Le pays entend réadapter ses services, une modernisation à l'ère de la digitalisation. Une messe en hommage à Jacob Desvarieux ce samedi à Paris. Un dernier adieu au musicien décédé le 30 juillet dernier à seulement 65 ans. Émotion et recueillement à l'église Saint-Sulpice. Reportage à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, et avant de développer ces titres, la mort d'un journaliste dont la nuit de vendredi à samedi, il aurait été tué par des individus armés en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Il s'agit du journaliste Joël Mouzavouli, directeur de la radio-télévision communautaire de Biakato. Les circonstances de sa mort n'ont pas encore été déterminées. Il s'agit du troisième journaliste assassiné au cours de ces derniers mois dans cette partie du pays. En République démocratique du Congo, une équipe des forces d'opération spéciales américaines a été dépêchée. La force est arrivée ce vendredi soir dans la capitale, Kinshasa. Elle vient en appui à l'équipe congolaise de lutte contre le terrorisme. Le déploiement de cette force américaine est une réponse à la demande du gouvernement congolais, indique l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo. Face à la flambée des cas de coronavirus, les autorités guinéennes ont durci les mesures sanitaires. Le gouvernement a décidé le 10 août d'introduire le pass sanitaire afin de freiner la propagation du variant Delta. Alors qu'est-ce que se passe et qu'est-ce qui devrait changer dans la vie quotidienne des Guinéens? Élément de réponse dans ce sujet de Marie-Raphaël Antolo. Alors qu'il fait polémique dans certains pays d'Europe, en Guinée, un pass sanitaire sera désormais obligatoire sur tout le territoire. Décidé lors du Conseil des ministres du mardi 10 août 2021, la mesure vise à freiner la flambée des cas de contamination et est déjà en application. Mercredi 11 août déjà, des médias locaux ont annoncé l'effectivité de la mesure dans les différents ministères pour le personnel de l'administration et de la présidence. L'existence de plusieurs variants de Covid-19 dans le pays est très importante pour essayer d'avoir des mesures de prévention. Parce qu'il faudra savoir que le variant Delta est là et il est redouté par la majorité des spécialistes dans le monde entier. Exactement, actuellement, nous avons constaté que la Guinée ne respecte aucune mesure prise pour lutter contre la Covid-19. Par exemple, il n'y a pas de port de masque, la population ne porte pas le masque, il n'y a pas la distanciation sociale. Et en plus, cette population évite de se faire vacciner. Suite à la négligence observée au sein de la population en ce qui est du respect des mesures barrières, les autorités guinéennes ont jugé idoine de durcir le ton, soutiennent des experts. La présence de plusieurs variants du virus a été signalée sur le territoire par les autorités sanitaires. Le variant Delta reste cependant le plus redouté par les médecins et spécialistes. Sur le plan épidémiologique, pour pouvoir évaluer les efforts qu'ont émis un gouvernement et surtout celui des autorités de Conakry, il faudra savoir que nous allons nous baser sur plusieurs indicateurs. Dans les premiers temps, le premier indicateur sera la diminution du taux de contamination. Si on se rend compte qu'il y a moins de personnes qui se font contaminer de la Covid-19, on pourra dire qu'effectivement, les mesures mises sur le terrain pour pouvoir limiter la contamination à la Covid-19 a bien marché. Nous avons un deuxième indicateur qui est la diminution des décès, parce qu'actuellement, on s'est rendu compte que les décès dans les hôpitaux ont dépassé la barre de plusieurs dizaines par jour à cause des nouveaux variants. Et c'est très dangereux pour un pays, surtout la Guinée, que vous savez, qui n'a pas une population vraiment élevée. Une autre mesure de prévention prise par les autorités, les personnes venant des pays touchés par des variants seront désormais soumises à des mesures spéciales une fois sur le territoire guinéen. Le nombre de décès déclarés à ce jour est de 366, mais les cas journaliers ont dépassé la centaine depuis l'apparition du variant Delta.
À côté du Covid-19, la Guinée doit affronter également le virus Marburg, un virus proche de celui d'Ebola. La Guinée a enregistré son premier cas début août, confirmation par l'Organisation mondiale de la santé. Depuis, 155 cas contacts ont été listés et suivis quotidiennement, a fait savoir le gouvernement guinéen. Ce virus se manifeste par une grave fièvre accompagnée d'hémorragie, entraînant malheureusement le décès une fois sur 2. La ruée vers l'or en Afrique de l'Ouest demeure à haut risque. Plusieurs filons font le bonheur des compagnies étrangères et des orpailleurs clandestins. Le phénomène a pris une ampleur ces dernières années au risque de conflits territoriaux entre industriels et artisans. Les États de la région se disent engagés sur la question. Samantha Saberou-Saboubanga. Depuis quelques années, l'exploitation clandestine du métal jaune prend de l'ampleur en Afrique de l'Ouest. Entre les pertes de l'ordre de milliards de dollars et les risques de violation des droits humains, le phénomène est un véritable casse-tête pour les dirigeants ouest-africains. C'est pourquoi la CEDEAO, communauté économique sous-régionale regroupant 15 États membres, souhaite mieux encadrer ce secteur par une réglementation communautaire. L'orpaillage est en train de prendre dans les pays de la CEDEAO une dimension énorme qui inquiète. Aujourd'hui, les populations croient avoir trouvé le chemin du bonheur à travers cette activité. S'il y a un mal qui est en train de détruire et de déstructurer le socle de nos économies et de nos sociétés, c'est bien l'orpaillage, avec ses impacts négatifs incalculables sur l'environnement et sur les mœurs. Tel qu'il est pratiqué, l'orpaillage apporte plus de malheur que de bonheur aux populations. La CEDEAO souhaite encadrer et réglementer ce secteur en s'appuyant sur les expériences menées par les pays de la sous-région. L'institution prend exemple sur les bonnes pratiques des pays comme le Ghana, qui est le premier producteur d'or de la région, mais aussi celle du Mali et surtout du Burkina Faso, qui veille beaucoup à cette pratique illicite d'exploitation de l'or. Force est de reconnaître que l'activité artisanale minière ne peut pas être interdite aujourd'hui, mais elle peut être réglementée et mieux organisée et structurée. Les pays individuellement ont pris des dispositions, mais sont insuffisantes face à l'ampleur du fléau. Si la CEDEAO a compris cette problématique et s'engage à adopter une réglementation communautaire sur l'orpaillage, elle ne peut être que saluée, félicitée et surtout encouragée à aller jusqu'au bout de cette initiative salvatrice qui est souhaitée par les pays, mais aussi par les communautés et les populations. D'après des chiffres officiels, la production aurifère en Afrique de l'Ouest est largement dominée par l'orpaillage artisanal. 10% de la population du Burkina Faso, du Mali et du Niger vit de cette activité. Le numérique, l'avenir du continent, l'outil Internet et informatique prend de plus en plus d'importance dans l'économie. Seulement voilà, actuellement seul 1% des élèves africains sort de l'école avec des notions en la matière. Pour différents acteurs, il faut inverser la tendance à travers la multiplication des enseignements du codage à l'endroit notamment des plus jeunes. Corinne Eoné. Dans la mouvance de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse ce 12 août, la Banque africaine de développement a annoncé que son programme de formation Codage pour l'emploi enregistre désormais 130 000 utilisateurs avec un taux de réussite de 80%. La plateforme numérique, initiée en 2019, a connu un boom d'enregistrement avec la pandémie de Covid-19. Les inscriptions ont augmenté de 38,5% en l'espace d'une semaine en septembre 2020. La création de l'emploi pour les jeunes en Afrique, c'est un grand défi parce que nous savons aujourd'hui la population de jeunes en Afrique va accroître jusqu'à 840 millions de jeunes d'ici 2050. Mais le problème qui se pose, c'est que beaucoup d'entre eux existent aujourd'hui sans emploi. C'est une grande situation de chômage. Mais si on ne fait pas attention à ça, ça va déstabiliser l'Afrique. Ça va créer une instabilité sociale, économique et bien sûr aussi politique. Donc pour moi, c'est quelque chose qu'on doit faire plus rapidement de créer de l'emploi pour les jeunes. Le programme Codage pour l'emploi vise à fournir aux jeunes Africains un accès aux technologies de l'information et de la communication, ainsi qu'une formation en entrepreneuriat et des compétences techniques afin de les rendre compétitifs dans l'économie numérique. Les plateformes en ligne du programme accessible à partir d'appareils mobiles proposent des formations techniques gratuites dans différents domaines, notamment le développement web, la conception, l'exploitation des données et le marketing numérique.
Le programme de formation en ligne a été lancé en parallèle avec les centres d'excellence physique de codage pour l'emploi au Nigeria, au Kenya, au Rwanda, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. La banque vise la création de 130 centres à travers le continent sur 10 ans. Un véritable challenge pour gagner le pari de la lutte contre la pauvreté en Afrique. Après la mise en œuvre du programme pilote, les cours en ligne de codage pour l'emploi sont désormais disponibles dans 45 pays africains. Le programme fait partie de la stratégie pour l'emploi des jeunes en Afrique promue par la Banque africaine de développement. Il vise la création de plus de 9 millions d'emplois en Afrique et souhaite toucher 32 millions de femmes et de jeunes africains. Les services postaux à l'ère du numérique, les supports digitaux ont changé la donne, ce qui oblige les États à revoir leurs services. C'est notamment le cas du Maroc qui souhaite se mettre au diapason, moderniser sa poste afin de la mettre à l'ère de la digitalisation. Amenedji. Au Maroc, la Poste a une structure économique, humaine et sociale qui doit faire d'elle l'acteur central d'une grande variété d'écosystèmes de services, publics et privés, économiquement et socialement rentables. Estimant qu'elle doit passer à un nouveau modèle associant l'économie des services et le numérique, le Royaume reste persuadé que l'avenir postal sur le continent africain en général et maghrébin en particulier. Le Royaume reste persuadé que l'avenir postal sur le continent africain en général et maghrébin en particulier dépend d'un certain nombre de facteurs. Une volonté commune de tous les participants de réaliser donc les objectifs assignés, à savoir trouver une nouvelle feuille de route, une nouvelle vision pour la poste du 21e siècle, avec effectivement les problématiques liées au numérique, l'intégration des systèmes électroniques et l'amélioration des services dans tous les pays du monde, quel que soit leur niveau de développement. Prenant une part active dans les activités entrant dans le cadre du 27e congrès de l'Union postale universelle, le Maroc veut désormais appréhender les enjeux du développement des services financiers ainsi que le rôle évolutif de l'innovation dans le processus de modernisation de la poste africaine. Ce sont des développements du service classique, dans de bonnes conditions logistiques et de rapidité, etc., mais aussi de développement des activités dans le cadre du digital et de l'e-commerce. Et c'est ça dont il s'agit aujourd'hui, de permettre une évolution des différentes entreprises dans tous les pays, quels qu'ils soient, quel que soit leur niveau de développement, pour accompagner cette visibilité, cette vision et cette démarche dans les années à venir. Notons qu'en 2010, la Poste Maroc a été transformée en société anonyme conformément au DAIR numéro 1009 du 26 Safar 1431, décret du Royaume portant promulgation de la loi numéro 07-08 et les tests pris pour son application. Un dernier adieu à Jacob Desvarieux ce samedi matin à Paris en France. Une messe a été organisée à l'église Saint-Sulpice en hommage à l'artiste décédé le 30 juillet dernier. Des fans du groupe de Zouk, Kassav et des personnalités ont fait le déplacement pour saluer la mémoire de l'artiste. Reportage signé Tijani Ahmed Lembrop et José Douglas. Ils étaient des centaines ce samedi, ici à Paris, à l'église Saint-Sulpice. Tous sont venus assister à cette messe. Un dernier au revoir aux musiciens décédés beaucoup trop tôt. Jacob Desvarieux, un monument de la musique antillaise. On est devenu musicien de studio et c'est tout à fait comme cela qu'on a rencontré les frères Décimus et que l'aventure Kassav a commencé. Et que l'album Kassav numéro 3 qu'on a fait à l'époque était le premier à marcher aux Antilles et à La Réunion. On a fait la première tournée de l'histoire du groupe. C'est vers 10h30 que la messe a commencé. La cérémonie a été ponctuée de plusieurs témoignages, également de chants en français mais aussi en langue créole. Jacob Desvarieux en a été l'un des plus ardents défenseurs. Que le zouk et son label sur les réseaux sociaux et les grandes plateformes. Et puis, il n'avait pas manqué de s'ouvrir à nous, à ses amis, pour dire il faut tout faire pour développer le pays. Et qu'il avait lancé l'idée de Guadacola. Certains ont oublié ça. Je ne sais pas quel a été le sort commercial de l'affaire, mais l'affaire a bien été lancée. Et donc j'aimerais dire très brièvement à vous qui êtes là, Jacob ne nous a pas quittés. Il continuera
à nous assister, si j'ose dire, à jouer pour nous là où il est. Une cérémonie en souvenir du fondateur du groupe Kassav et Père du Zouk, décédé le 30 juillet à l'âge de 65 ans. Le guitariste français était hospitalisé à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, depuis la mi-juillet après avoir été contaminé par le Covid-19. Mais pour ses fans et ses proches, son œuvre lui survivra. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.